Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du MBA Let's Go Digital. Je m'appelle Natalia Schmidt et dans cet épisode, on parle de l'e-commerce. On va s'intéresser à l'impact de la pandémie sur les ventes en ligne. Aujourd'hui, je vous présente mon invité qui est Thomas Faure, e-retail lead chez Artefact, une des agences digitales internationales spécialisées dans le conseil en data et le marketing digital data-driven. Thomas dirige le département de l'e-retail et accompagne les entreprises dans leur stratégie de vente en ligne, notamment sur les marketplaces. Bonjour Thomas. Bonjour Natalia. Merci d'avoir trouvé du temps pour participer à ce podcast. Et tout d'abord, est-ce que tu pourrais présenter en quelques mots le département e-retail d'Artefact? De quoi s'agit-il? Oui, alors, il faut savoir qu'Artefact, c'est une entreprise un petit peu hybride, finalement, entre un cabinet de conseil, tout ce qui est plus traditionnel, et une agence média digitale. La grosse particularité d'Artefact, c'est finalement de toujours essayer de valoriser la donnée, à la fois dans les problématiques consulting, dans tous les domaines d'activité, dans le marketing, dans la supply, dans la finance, etc. Et de finalement valoriser ces données et l'exploiter pour tout un type d'activation digitale sur les différents leviers d'activation. Alors on se rend compte que la plupart des entreprises depuis quelques années voient l'e-commerce comme étant un levier de croissance prioritaire, et dans ce cadre-là, on a décidé de créer un département dédié pour accompagner les entreprises dans leur développement finalement sur ce canal e-commerce. Donc aujourd'hui, c'est à peu près une dizaine de personnes en France pour opérer un peu plus de 25 clients au niveau européen, à la fois sur des sujets consulting, sur des sujets un peu plus opérationnels ou sur des sujets technologiques. Si on parle de l'e-commerce pendant le confinement, quelle est la situation en France? On comprend que les chiffres globaux sont en hausse, mais pas pour toutes les marques et pas pour toutes les catégories. Qu'est-ce que tu observes parmi vos clients? Alors la situation effectivement de l'e-commerce a un peu évolué suite à la crise sanitaire du Covid-19 qui a démarré mi-mars. Alors effectivement, on note des évolutions assez hétérogènes d'une industrie à une autre, d'une catégorie de produits à une autre. Le premier point à avoir en tête, c'est que sans surprise, le CPG, donc tous les biens de grande consommation, et notamment sur la partie food alimentaire, augmente de manière très forte. Parce que mécaniquement, il y a de moins en moins de retail physique, et donc la majorité des ventes sur ces produits-là de première nécessité se sont déportées sur des e-retailers de la grande distrib un peu plus traditionnelle. Donc en moyenne, notamment c'est une étude de Criteo qui est un acteur publicitaire qui a analysé les évolutions de trafic sur une majorité, notamment des drives en France, que ce soit Leclerc, Auchan, etc. On note une augmentation en moyenne de 300% du trafic sur les catégories CPG, donc que ce soit de l'alimentaire, des produits ménagers, etc., etc. Donc ça, c'est un premier point de contexte sur les évolutions très fortes en termes de croissance sur le CPG. Ensuite, sur la partie non alimentaire et hors biens de grande consommation, on a là des différences assez marquées d'une catégorie à une autre. On se rend compte par exemple que dans tous les produits autour de l'électroménager et de manière générale autour de la maison, on a des tendances en forte hausse sur certaines typologies de produits. Je prends un exemple très concret, machine à pain par exemple, qui était le 3 millième mot-clé recherché sur Amazon avant cette crise sanitaire, et qui est maintenant dans le top 200 des mots-clés recherchés sur Amazon. C'est exactement la même chose pour, par exemple, des tondeuses à cheveux, où on a une grosse tendance à l'évolution en termes de recherche des internautes et en termes d'achat, du coup, mécaniquement. À contrario, il y a d'autres catégories de produits qui sont un peu plus dilettantes, j'allais dire. Je pense notamment à la mode ou au textile, par exemple, qui, notamment suite au confinement, ont premièrement baissé en termes de trafic et de chiffre d'affaires en e-commerce, parce que mécaniquement, c'est pas forcément des produits prioritaires sur lesquels les utilisateurs et les consommateurs online se sont dirigés. Et puis petit à petit, on voit que finalement, on a une hausse progressive depuis quelques semaines, donc toujours pendant cette phase de confinement, mais un rattrapage finalement des ventes qui s'opère sur les dernières semaines pour finalement dépasser le niveau de l'an dernier, typiquement sur ce genre de catégorie.
Donc, les comportements des consommateurs sont changés. Et d'ailleurs, il me semble, ils évoluent eux-mêmes au cours de la crise. Est-ce que tu constates une évolution pendant ces 2 mois? Ouais, tout à fait, tout à fait. Tout à l'heure, je parlais effectivement des vêtements, alors de la mode, du textile de manière générale, qui était finalement assez sous-consommé au début de la crise, et puis qui progressivement a récupéré un petit peu du terrain pour sur les dernières semaines être en hausse par rapport à l'an dernier notamment. C'est le cas aussi sur d'autres typologies de produits. Je pense aux produits liés à la beauté notamment, où pour le coup on voit des hausses relativement significatives des ventes et de manière générale sur les produits qui ne sont pas prioritaires, qui ont été un petit peu délaissés au début du confinement. On se rend compte que finalement les consommateurs se redirigent un petit peu sur ce genre de produits-là et adoptent une méthode de consommation online qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude d'avoir auparavant. Donc, avec cette nouvelle tendance de l'e-commerce, il est important d'adapter le plus vite possible la stratégie de sales et de marketing. Alors, vous accompagnez les marques sur les marketplaces. Comment adapter leur stratégie? Alors effectivement, il y a beaucoup de marques qui historiquement avaient une activité sur les marketplaces. Les marketplaces qui de plus en plus finalement représentent une part importante du business online par rapport à des activités e-commerce en propre de certains manufactureurs. On se rend compte que les Amazon Co trustent de plus en plus, de manière de plus en plus importante, une part du business e-commerce en France et de manière générale en Europe. Le, les enjeux par rapport notamment au contexte et notamment au contexte juridique actuel, si on pense notamment à Amazon, en fait pour moi il y a deux sujets. Il y a un premier sujet de se dire comment est-ce que les marques s'adaptent structurellement au contexte juridique, notamment d'un point de vue stock et d'un point de vue capacité à livrer. On sait notamment que par exemple sur un Amazon, il y a des contraintes en termes d'ouverture des entrepôts qui ont été mis en place, notamment suite au règlement sanitaire, qui font qu'aujourd'hui Amazon n'est pas en capacité de livrer des produits qui sont stockés en France. Et donc il y a un certain nombre de marques qui ont décidé notamment de basculer sur ce qu'on appelle le modèle MFN, qui est finalement le modèle qui permet aux marques de livrer en propre ces produits en utilisant la marketplace d'Amazon, mais gérer le delivery pour le coup, par rapport au modèle FBA qui délègue finalement cette livraison à Amazon. Donc il y a un certain nombre de marques qui sont adaptées de cette manière-là pour continuer finalement à être capable d'assurer la livraison des produits sans avoir besoin d'Amazon, j'allais dire, à très court terme. Le deuxième gros enjeu des marques, une fois qu'ils ont assuré finalement ce pilier qui est les stocks et la capacité à livrer, c'est plutôt un sujet notamment purement opérationnel, de pilotage beaucoup plus fin qu'habituellement, notamment des investissements médias par exemple. C'est à dire pour une marque typiquement qui vend des produits électroménagers, je prenais l'exemple de la machine à pain tout à l'heure, ça a du sens d'adapter les investissements médias en ce moment parce qu'il y a beaucoup plus de demandes sur tel ou sur tel type de produit. Donc d'adapter les investissements médias, les typologies de campagne à lancer, ou d'adapter également ces investissements médias par rapport aux problématiques de stock. On se rend compte qu'il y a un certain nombre de marques aujourd'hui qui ont du mal à se sourcer par rapport aux problématiques de production, notamment en Asie, qui sont un petit peu ralenties depuis quelques mois. Donc là aussi, il y a un sujet d'adapter les efforts et les produits à pousser sur les marketplaces en fonction des stocks prévus sur les prochaines semaines. Tu as mentionné les budgets médias. Comment change-t-il, down or up? Alors les budgets médias, alors si on sort du contexte marketplace purement et simplement, on a quelques industries qui ont été frappées de manière très très forte par la crise et qui mécaniquement je vais dire, ont supprimé ou réduit de manière très drastique leurs investissements en marketing immédiat. Je pense notamment au luxe, je pense notamment au travel également. Voilà, des clients chez nous comme Accor Hotel ou comme TUI par exemple ont été frappés de manière très très forte par la crise puisque tout leur activité immobilière hôtelière notamment est liée au transport de personnes sont arrêtées. Donc sur ces industries-là notamment, les budgets médias, alors je peux pas dire sont inexistants, mais ont quasiment été coupés pour la majorité de ces acteurs. En revanche, on a des budgets médias qui ont plutôt une tendance à la hausse de manière générale dans les environnements e-commerce et autour de ces marketplaces. Si on reprend l'exemple d'Amazon, qui est probablement le plus parlant, on se rend compte que ils sont en hausse en termes d'investissement média au niveau mondial
de quasiment 40% sur le premier trimestre par rapport à l'an dernier. Alors on n'a pas forcément de chiffres spécifiques depuis le confinement, mais ça montre bien que de manière générale, on a une tendance à la hausse des investissements médias sur ces plateformes, les retail et marketplace, qui trustent de plus en plus le business online. Je voudrais revenir un peu en plus de détails au sujet des marketplaces. Amazon, on en entend parler beaucoup pendant cette crise, les restrictions des ventes, les fermetures des entrepôts et les autres marketplaces. Qu'en est-il? Alors effectivement, on a d'autres. Alors il y a un contexte où effectivement Amazon a fermé ses entrepôts, alors au moins jusqu'au 8 mai en France, par rapport à la décision judiciaire qui a été prise par l'État français. En fait, j'allais dire, le reste des marketplaces aujourd'hui est un petit peu moins impacté qu'Amazon parce qu'il n'y a pas de décision déjà judiciaire similaire à ce qui a été pris par l'État français pour Amazon. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un acteur comme Cdiscount, un acteur français, aujourd'hui, Cdiscount continue finalement son activité pendant le confinement. Ce qu'ils ont fait, de la même manière qu'Amazon avait commencé à le faire au début du confinement, c'est qu'ils ont priorisé notamment le stockage et la livraison d'un certain nombre de produits jugés comme étant des produits essentiels. Et voilà, mais il n'y a pas aujourd'hui, en tout cas, d'impact plus important que cela d'un point de vue juridique sur le reste des marketplaces. L'impact pour les consommateurs, il est assez simple, il est tout simplement lié au fait qu'il y a un certain nombre de produits qui sont dépriorisés, donc qui mettent un peu plus de temps à arriver lorsqu'ils sont jugés comme étant non essentiels. Mais finalement, l'impact sur les autres des marketplaces est assez marginal, j'allais dire, à ce stade. Tu vois de près la situation avec les ventes en ligne. Et concernant l'avenir, est-ce que l'accélération de la croissance de l'e-commerce va durer à terme? On parlait tout à l'heure du fait qu'il y avait notamment un trafic qui était multiplié par 3 ou 4 sur la partie alimentaire, sur un certain nombre d'acteurs et de catégories de produits. Alors c'est très difficile déjà, ça c'est le premier point, d'anticiper comment vont réagir après le confinement les différentes industries. En revanche, personnellement, les grandes tendances que je vois, c'est, à mon avis, on va garder une partie de cette croissance après le confinement. Alors, probablement pas au niveau dont je parlais tout à l'heure, de x3, x4 sur certaines catégories de produits, mais on va dans tous les cas avoir une évolution positive de l'e-commerce, une accélération assez sensible de l'e-commerce en 2020 par rapport notamment à l'année dernière en Europe de manière générale et en France plus particulièrement. Et ce qui nous permet aussi finalement de dire ça, ce qui me fait penser ça, c'est aussi si on fait le parallèle avec la Chine notamment et l'Asie plus généralement, si on repense un petit peu, si on repart une quinzaine d'années en arrière, notamment en 2003, on avait une crise sanitaire, la crise du SRAS à l'époque, qui avait finalement fait émerger justement le business e-commerce, avec notamment l'émergence de deux gros acteurs, Alibaba et Tencent, qui sont deux mastodontes finalement sur cette région-là, et qui avaient vraiment commencé à décoller et à émerger à partir du moment où il y avait eu cette crise du SRAS, par rapport justement à ces contraintes de confinement et du fait que les populations étaient un peu plus enclins à aller à acheter leurs produits en magasin. Donc je pense qu'intuitivement il va se passer plus ou moins la même chose en France et en Europe, probablement dans une moindre mesure avec des chiffres peut-être un peu moins impressionnants qu'en Asie, mais en tout cas je pense que ça va finalement permettre aux consommateurs de se déporter un peu plus logiquement sur des achats online là où historiquement ils le faisaient plus en retail physique. Et ma dernière question, comment les marques se préparent à la période post-confinement? Les marques, je pense qu'il faut dissocier, j'allais dire, deux types de marques. On a des marques qui n'avaient pas d'activité e-commerce historiquement, qui ont été, alors je vais pas dire forcées, mais par la force des choses, ont été poussées à développer ou à anticiper une activité e-commerce. Donc pour ces marques-là, je pense que le principal enjeu est de construire les briques qui vont leur permettre demain, notamment, de lancer des activités e-commerce soit en propre, soit via des marketplaces. Et donc il y a un enjeu de choisir les bons outils, choisir les bonnes plateformes sur lesquelles lancer une activité, les bons produits, les bonnes stratégies commerciales pour lancer cette activité e-commerce. Donc ça c'est pour une partie des marques qui n'étaient pas encore j'allais dire online. Donc, l'idée c'est vraiment d'utiliser cette période de confinement pour
anticiper le passage au business online une fois que l'économie post-confinement va vraiment reprendre et s'accélérer. Et pour les marques qui avaient déjà une activité e-commerce et notamment sur les acteurs marketplace typiquement, je pense que l'enjeu il est plus d'utiliser cette période du confinement pour, j'allais dire, faire un peu une introspection sur la maturité de leur compte et de leur business online, identifier si aujourd'hui l'assortiment est adapté, si la stratégie de promo est adaptée, si la stratégie d'investissement média est adaptée, si le contenu que ces marques-là utilisent online sont adaptés par rapport notamment aux habitudes de consommation, de recherche des utilisateurs sur Internet, et finalement utiliser cette période du confinement pour faire cet audit et se préparer, donc construire des assets peut-être un peu plus poussés, s'outiller, se former pour être, j'allais dire, fin prêt pour la reprise et l'accélération de l'économie qui est prévue globalement pour la fin du H1, début du H2, j'imagine. Encore une fois, c'est assez difficile d'anticiper, mais on imagine bien une économie reprendre à partir du second semestre de manière un peu plus importante. Donc, globalement, pour cette année 2020, on peut compter que sur la croissance de l'e-commerce. Il y a beaucoup d'opportunités, mais en même temps, il existe des contraintes. Et s'adapter rapidement, je pense que ça peut être une compétence clé de nos jours. Tout à fait. Donc, sur cette note positive, je te remercie d'avoir participé dans cet épisode et réalisé le podcast avec moi. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi. Merci. Merci à toi, Natalia. Merci à tous. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou partager vos insights sur l'e-commerce. À bientôt avec d'autres podcasts du MBA MCI.